Originaire des Laurentides mais établi à Montréal pour le travail depuis quelques années, Guillaume a toujours su créer des opportunités autour de lui de par son éthique de travail et sa capacité à créer de bonnes relations. Après un an d'études en technique biomédicale au cégep, il entra rapidement sur le marché du travail, d'abord en retail, ensuite en marketing expérientiel, pour finalement occuper un poste comme directeur de compte en publicité. Même si très attaché à son Québec, il se voit offrir une opportunité en 2019 qu'il ne peut refuser. Celle de partir développer une start-up à Dubaï. Sa philosophie, do what's right, et si je peux le faire, faut que je le fasse. Bon matin pour moi, bonsoir pour toi, Guillaume, ça va bien? Ben oui, ça va super bien, merci. Bienvenue. Moi, c'est rendu le soir, effectivement. Il est quelle heure chez toi à Dubaï, là? Là, présentement, il est 18h11. 18h11, donc quand même une bonne différence. Écoute, Guillaume, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast numéro 16 de Go Wild. Ça me fait vraiment plaisir. Honnêtement, j'ai vu évoluer le podcast petit par petit. Puis, en tout cas, je ne m'attendais pas. J'aurais jamais pensé nécessairement être sur le podcast, but here I am. Oui, mais moi aussi, j'étais autant surprise, puis en même temps, c'est agréablement surprise parce que comme on est proche, je pense qu'on va être capable d'avoir vraiment le pouls sur ta situation d'expat à Dubaï. Puis justement, le fait que tu sois quelqu'un qui non seulement est expat, mais développe un start-up, je pense qu'on va être capable de démystifier bien des choses. Absolument, oui. Puis, non, vraiment, je suis super contente de t'avoir, Guillaume, parce que honnêtement, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, puis on a travaillé ensemble aussi. Tu es vraiment quelqu'un qui est déterminé, t'as toujours thrive dans tes projets, tu es quelqu'un qui a une grande vision, tu veux accomplir beaucoup, tu veux toujours te dépasser. Tu es aussi quelqu'un qui connecte très bien avec son environnement, qui shine, on va pas se le cacher. Donc, je trouve... Mon Dieu. Non, mais pour vrai. Puis c'est ça, je pense qu'on va avoir de quoi inspirer bien des gens avec cet audio-là. Puis, j'aimerais ça, en fait, tout de suite aller un petit peu dans ton parcours. Ton parcours qui a été parsemé d'expériences. Donc, je serais curieuse de savoir un petit peu, ça a été quoi les grandes étapes marquantes de ton parcours professionnel? Je pense que si on fait ça court, parce qu'effectivement, il s'en est passé pas mal des affaires, mais je pense que ça commence, si on recule, vraiment, ça a été un choix à l'époque, selon mes circonstances, j'ai décidé j'ai pas nécessairement d'éducation officielle. Je veux dire, j'ai fait un petit peu de cégep, puis après ça, ça a juste donné que j'ai rentré sur le marché du travail directement. À ce moment-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis ça a toujours été je sais pas comment dire, mais ça a toujours été une porte en a ouvert un autre. Fait que au début, je travaillais en retail, en magasin, puis en tout cas, comme tu l'as dit, justement, connecter avec mon environnement ou juste me faire mettre les gens sur mon bord, si on veut. Effectivement, ça semble être un thème qui revient souvent. Puis justement, ça a juste été si je pense quand j'étais en retail, le retail m'a amené à travailler justement au siège social de cette compagnie de retail-là, qui m'a donné une expérience justement qui était marketing, vraiment plus un travail de bureau. Ça a été vraiment comme ma première expérience comme ça. Puis après ça, ça a juste été toujours un cheminement qui a mené vers d'autres choses. Donc, si je repense à cette compagnie-là de retail, elle a fait faillite. Mais dans mes derniers mois, justement, ou mes derniers moments avec cette compagnie-là, j'ai rencontré quelqu'un par pur hasard, justement parce que je travaillais dans ce domaine-là. J'ai fait bureau, puis je suis retourné aussi, juste pour clarifier, là, je suis retourné aussi en magasin. Et à l'époque, j'étais genre gérant de magasin, là, si tu veux. Et puis, qu'est-ce qui se passait dans les centres commerciaux? Ben, il y avait des promos. Donc, j'ai rencontré par pur hasard une personne qui faisait de la promo, qu'on appelle. Et puis, ça m'a catapulté après ça dans ce domaine-là, où est-ce que j'ai fini par faire ça 2 ans assez solide, full-time, puis ça a été exceptionnel comme expérience. Et puis, la promo m'a amené juste avant ici que j'ai à Dubaï, m'a amené dans mon premier poste vraiment développement, vente, mais corpo, B2B, où est-ce que c'était vraiment un gros step pour moi, puis ça a été 3 années exceptionnelles. Puis ce que je trouve fascinant quand même, c'est que si on reprend, quand je parle qu'une porte rouvre toujours une autre porte, dans le fond, sans mes années en promo, je serais pas ici à Dubaï. Donc, parce que c'est via une personne avec qui j'ai eu la chance de rencontrer, et puis avec qui j'ai eu la chance de travailler, de connecter dans nos années quand on était en promo. Et puis, c'est ça, tout le monde suit son cours, tout le monde fait son chemin. Puis, voilà, il fait partie des 3 fondateurs qui ont fondé ce startup-là où je travaille maintenant. Et puis,
je suis à Dubaï ici maintenant. Fait que c'est assez intéressant, hein, sur 10 ans. Juste, c'est vraiment ça. Une porte en a ouvert un autre, qui en a ouvert un autre, puis il y avait, oui, une intentionnalité dans tout ça, mais je veux dire, j'ai jamais dit, un jour, j'aimerais ça faire de la promo. J'ai jamais dit, un jour, j'aimerais ça aller travailler à Dubaï. C'est juste des choses qui arrivent, puis rendu là, tu décides. Fait, ouais. Longue histoire courte, c'est pas mal ça le parcours. C'est un beau concours de circonstances. Puis, effectivement. Puis aussi, on va se le dire, tu sais, de hard work. Puis il y a une affaire que je me souviendrai toujours. Tu me disais tout le temps, Maude, souviens-toi des noms des gens. Tu sais, c'est toutes des petites choses qui... le meilleur truc. Non, mais pour vrai, tu sais, des petites choses qui font une différence quand tu arrives dans un nouveau milieu, surtout dans le domaine de la promo. C'est tout le temps des nouvelles équipes, c'est tout le temps un nouvel environnement. Fait que comment impress l'équipe, mais aussi les clients avec qui tu fais affaire. Fait que je pense que ça t'a toujours bien servi. Puis justement, bon, allons-y à cette opportunité-là qui s'est présentée à toi, qui n'a pas tout de suite été un yes, on va se l'avouer. Ça a cogité parce que c'était quand même costaud. Là. On s'entend que toi, le voyage ne faisait pas nécessairement partie, tu n'étais pas un nomade. Là. Non, exactement. Tu aspirais à voyager plus, mais ça ne faisait pas nécessairement partie du quotidien. Donc, qu'est-ce qui s'est présenté à toi exactement comme opportunité? Donc, alors, ça a commencé vraiment début 2019. Donc, 2019, j'étais à mon précédent emploi, le développement des affaires en publicité. Puis, c'est cette personne-là dont je parlais, qui s'appelle Marc. En fait, on était toujours en contact. Je savais qu'il travaillait, il développait des projets, peu importe. Marc, il y a toujours quelqu'un qui a toujours une idée. Puis, c'est là que ça a commencé. On s'échangeait des messages. Puis, il me disait, hey, on travaille sur de quoi? C'est vraiment gros. Puis, eux, dans le fond, le startup qui s'appelle Stella Stays, by the way, ça a commencé, ça commençait, les autres, ils avaient fait un premier voyage à Dubaï, puis c'est là qu'ils ont vu, pour justement à l'époque, le tourisme, le marché, c'est vraiment un hub incroyable là, au niveau en termes de marché pour le tourisme, du moins, là, c'est énorme. Donc, bref, eux autres, ça a commencé à faire leur chemin. Puis c'est ça, ça a juste commencé à des petits messages comme ça. Puis moi, au début, j'étais juste comme, ben cool, good for you, tu sais. J'avais une excellente année, c'était ma troisième année justement dans mon poste de développement des affaires, puis ça allait encore mieux que l'année d'avant, puis l'année d'avant qui avait été encore mieux que l'année d'avant, fait que j'étais vraiment sur une pente ascendante, fait que j'avais vraiment aucune intention de regarder ailleurs, j'étais vraiment focus là-dessus. Fait que c'est ça. L'idée a commencé, c'est échangé comme ça. Il y a eu des rencontres. J'ai rencontré les autres partenaires aussi. Fait que ça a été vraiment tranquille, slow-mo. Mais moi, je suis toujours comme ça. Vraiment, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que je fais confiance. Puis tu sais, je vais toujours aller prendre un lunch, je vais toujours aller prendre un café. Je veux dire, ça me fait toujours plaisir, tu sais, je ferme jamais la porte justement parce qu'on on en a parlé juste il y a 5 minutes, tu sais, c'est toujours une chose qui t'amène à la chose suivante. Puis, je pense qu'en vieillissant, une chose que je remarque aussi beaucoup, c'est qu'il y a très peu de choses qui sont forever. Je veux dire, le monde change tellement rapidement, les gens changent, tu sais, fait que faut toujours que tu restes à l'affût. Dans mon point, c'est si tu prends quelque chose pour acquis que non, ça va être là que je vais passer le restant de mes jours. Peut-être, oui, mais les choses changent tellement vite maintenant que, anyway, c'est ça pour dire que j'avais toujours un esprit ouvert. Fait que rencontre, lunch, puis là, plus ça allait, plus ça se concrétisait. Fait que moi, dans ma tête, je le voyais venir. Je voyais que ça commençait à faire plus en plus de sens, mais j'étais quand même non. Mais c'était juste, encore une fois, ça me tentait, OK, j'avais pas d'intention d'aller nulle part, mais l'idée, je voyais qu'elle se développait, puis je voyais ça s'en venir. Ça s'en venait, puis ça commençait à se concrétiser. Et puis voilà, donc ça a été des suivis de rencontres. Puis il y a eu une rencontre en particulier où est-ce que vraiment on a discuté plus en détail avec un autre partenaire aussi. Puis là, j'ai vraiment compris que c'était sérieux. Il y a eu un espèce de déclic aussi. Je mentirais pas que la proposition en tant que telle, c'est ça qui me fait basculer. La proposition inclut plusieurs choses, mais tu sais, c'est vraiment le potentiel pour le futur. Puis bon, ce que je peux gagner aussi, autant que eux, qu'est-ce qu'ils ont gagné, mais qu'est-ce que j'ai à gagner d'aller là. Puis c'est sûr que c'est ça qui a fait. Je me souviens, on est allé, ce souper-là, c'était au Shodan à Montréal. Okay. C'était un restaurant de sushi, centre-ville. Puis c'est vraiment ce souper-là. Je suis sorti de là. Et puis après, dans ma tête, j'étais comme, OK, je veux pas y aller, mais c'est comme si je savais que, OK, avec ce qui vient d'être confirmé, avec ce qui vient d'être discuté, c'est inévitable. Et puis là, ben, il y a une décision qui a dû être faite. Donc, la semaine suivante, je suis arrivé, ben, j'étais encore au travail, j'étais encore en poste, personne ne le savait. Et puis, voilà,
c'est ça, il fallait que je prenne une décision. Tu sais, c'était comme, je ne pouvais pas juste être entre deux chaises comme ça parce que j'étais comme, oui, ça me tente, mais en même temps, non. Fait que j'ai dû vraiment trancher, faire les pour et les contre. Puis la réalité, si je regardais vraiment la réalité en face, c'est qu'il fallait que je le fasse. C'est ça, j'aimerais ça renchérir sur ça parce que, tu sais, des fois, on a des moments dans la vie qui, comme tu disais, quand on a eu notre appel avant, qui ne reviendront pas ou des moments qu'on pourrait regretter. Puis, notre intuition, notre feeling nous le dit que it's a right time. Puis je pense que c'est exactement ce que tu as ressenti avec cette opportunité-là. Absolument. C'était vraiment ça. Puis même si ça me fait mal dans le sens où, comment dire, tu sais, je venais d'emménager dans un nouveau condo, je venais d'acheter des meubles. J'avais toutes les raisons pour pas y aller. Je veux dire, tu sais, c'était comme, je venais de rétablir ma nouvelle vie, si tu veux. Au travail, ça allait super bien. Tu sais, je veux dire, puis là, c'est comme, tu coupes tout ça pour complètement t'en aller. Tu sais, tu laisses tout ça derrière. Fait que pour moi, c'était énorme comme décision. Puis ça a fait une certaine pression interne, mais c'est ça. Comme on dit, il fallait que je fasse face à la musique. Et puis, voilà, que j'affronte ça une étape à la fois. Mais si j'y allais, il fallait que j'y aille. Fait que c'est comme. T'as-tu eu un moment donné, pas de regret, mais d'hésitation, tu sais, une fois que tu as dit le oui, puis que là, bon, les choses se sont enchaînées parce que ça a dû se faire assez rapidement, merci. Si on pourra en parler, mais t'as-tu eu un moment à un moment donné où tu as comme freak out, tu as fait comme, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai jamais freak out, mais c'est sûr que souvent, puis même encore, j'ai des moments comme ça où est-ce que je suis comme, c'est comme si mon cerveau arrête 2 secondes, puis je suis comme, je suis à Dubaï, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, si je zoom out sur Google Maps, c'est weird, tu sais, tu comprends? Mais j'ai pas eu de moment de panique ou de oh my god, de revert. Mais c'est sûr que c'est comme, je fais juste y aller, puis comme des fois, oui, j'avais des espèces de moments weird comme ça, mais je fais juste go through the motion, puis j'ai décidé que j'y allais, fait que c'est comme un petit peu de comme, ok, j'ai pesé sur le piton, fait que là, j'assume. Fait que, parce qu'il y a beaucoup aussi le worst case. C'est quoi le worst case? Tu sais, mettons, si tout ça plante, tout arrête, ben, je peux toujours revenir puis comme repartir, tu sais, au pire, je veux dire, c'est ça la vie, tu sais, c'est comme, c'est une expérience, comme je te dis, phénoménale. Fait que, il n'y a pas eu de moment de freak out, mais c'est sûr qu'à chaque étape qui se concrétisait, c'était comme, je voyais ma date de départ s'en venir, puis c'était vraiment. Parlons-en un petit peu du processus, parce que je pense que ça peut être intéressant parce que de s'expatrier à Dubaï, ça demande certains éléments légaux. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Quelles étaient un peu les étapes? Alors la première chose que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai pris un moment, je me suis assis, puis j'ai comme fait un peu l'état de qu'est-ce que j'ai ici au Canada. Tu sais, c'est quoi mes attaches? Je donne un exemple. Bon, c'est quoi qu'il faut que je me débarrasse en priorité, si tu veux. Je venais de prendre un lease sur un condo pour une location d'1 an. J'avais une location aussi pour une place de stationnement avec le condo. J'avais une voiture en location qui restait 1 an et quelques. Fait que ça, c'était comme mes trois plus gros morceaux. Le reste, bon, c'est des meubles, whatever, je peux toujours les vendre. Mais les 3 plus gros morceaux, parce que tu as une responsabilité légale avec ces morceaux-là, je peux pas juste sacrer mon camp puis leur dire qu'ils s'arrangent avec ça. Même si, dans un sens, OK, peut-être, mais je suis pas comme ça. Tu sais, je veux dire, parce que si tu déménages de pays, ben, qui vont faire quoi? Mais, en tout cas, bref, moi, je suis pas comme ça. Fait que c'était pas la bonne chose à faire. Exact. Fait que la première chose, ça a été de lister, en fait, qu'est-ce qu'il faut que je cancelle, qu'est-ce qu'il faut que je me débarrasse, qu'est-ce qu'il faut que j'organise parce que le but, quand tu pars, c'est d'avoir plus rien, parce que tu veux pas payer un loyer ici quand tu es ailleurs, puis de toute façon, pour être, dans le fond, moi, je suis maintenant non résident canadien depuis ma date de départ du 15 septembre, mais je suis toujours et serai toujours un citoyen canadien. Donc, j'ai toujours un passeport canadien. Peu importe ce que j'ai besoin, je peux aller au consulat canadien ici, puis il y a des services qui sont offerts pour les Canadiens. Fait que je suis et serai toujours un Canadien, mais je suis plus résident. Est-ce que Dubaï t'exige pour être en mesure de vraiment avoir droit à, si on veut, tous les avantages côté rémunération et tout ça, les avantages de Dubaï, de renoncer à ta résidence? C'est pas par rapport à Dubaï, c'est parce que le Canada, et en fait, si je peux juste reculer avant de parler de ça, d'une étape, bon, après faire la liste, j'ai aussi demandé les services, j'ai fait appel à des services professionnels
pour la fiscalité. Parce que je voulais pas, justement, je voulais bien faire les choses, je voulais pas de trouble. Donc oui, j'ai payé une consultation qui était quand même assez dispendieuse, mais les gars, c'est des pros. J'ai eu toutes mes réponses que j'avais besoin. Puis c'était un peu aussi, pour moi, c'était un peu une bouée dans le sens où comme si j'ai une question, ils sont là, ils répondent à ma question, puis comme c'était juste me donner une bonne guidance au lieu d'être pris avec ça tout seul, puis surtout que j'avais pas le temps. Donc vraiment pour répondre à ta question, pour y revenir, ça n'a rien à voir avec ici à Dubaï, c'est juste que si tu fais pas le nécessaire pour être un non-résident canadien, ce qui est en gros, c'est couper les attaches là. Bon, il y a plusieurs facteurs, mais le plus gros, c'est une habitation qui est pas vacante ou un appartement en location, exemple, ça garderait une attache principale. Il y en avait avoir des revenus encore canadiens aussi, c'en est une. Puis il y a d'autres choses, le permis de conduire, compte de banque, etc. Mais il y en a qui sont secondaires, puis il y en a qui sont primaires. Les primaires, c'est plus important. Donc, ça pour dire que ça n'a rien à voir avec Dubaï, mais ça a tout à voir avec si, justement, tu fais pas les bonnes choses puis que tu suis pas les étapes pour devenir non-résident, le Canada va continuer dans le fond, il va continuer à imposer avec une taxe universelle internationale de 25%, selon ce que j'ai compris. Donc, tes revenus à Dubaï. Oui, exactement. Okay. Puis Dubaï, dans le fond, il y a aucune taxe sur le revenu. Fait que ce qui est le fun ici, c'est que ton salaire, tu l'empoches tout directement. Fait que ça fait aucun sens de pas faire le nécessaire pour puis rester résident canadien puis te faire taxer 25% sur ton revenu éventuellement. De profiter d'aucun élément. C'est partie de l'opportunité de venir ici puis de pas avoir de rapport de taxe à faire, tu reçois ta paye est tout à toi. Tu n'as pas de rapport de taxe à faire? Non, parce qu'il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxation sur le revenu. Il y a de la taxe sur les produits. Donc, il appelle ça, ici, ça s'appelle le VAT, VAT. C'est 5% sur tout ce que tu achètes, mais il n'y a pas de taxe sur le revenu. Donc, aucun rapport de taxe à faire. C'est intéressant. Ça peut être un casse-tête parfois. Puis, côté paperasse, pour habiter là-bas, on parle de visa. Je sais que tu as eu certains pépins avec ton permis de conduire. Tu peux-tu nous parler un peu de ces éléments-là? Bon, alors, pour parler du visa, premièrement, Dubaï, comment ça marche? Là, c'est sûr que tout ce qu'on parle, on imagine dans un monde sans COVID, là, parce que là, c'est encore en restabilisation. Mais premièrement, Dubaï, ils ont deux types de visas. Il y a un visa de visite qui est 30 jours. By the way, que ce soit Dubaï ou Oman ou whatever, je veux juste mentionner vraiment, j'ai vraiment vécu, du moins, parce que j'ai pas voyagé beaucoup, mais j'ai vite compris que le passeport canadien, il est exceptionnel. Je veux dire, je me fais jamais, contrairement, mettons, je prends d'autres nationalités qui sont beaucoup ici, Philippines, Indiens, les autres, c'est pas rare qu'ils se font questionner sans fin, mettons, aux douanes de mon expérience, mais Canadien, tu te sens vraiment accueilli. J'imagine, je parle selon mes impressions, là, je veux dire, c'est pas des faits nécessairement, mais en tout cas, juste dire que Canadien, déjà, c'est vraiment, en tout cas, j'ai vu la beauté justement du passeport canadien ici, là, c'est assez impressionnant. Tu passes right through sans trop de, bon, c'est peut-être aussi que j'ai peur de criminel, mais bref, whatever. Mais ça pour dire que Dubaï, visa de visite, c'est 30 jours. Donc, tu rentres, c'est visa on entry, donc ils te stampent ton visa, tu rentres, tu as 30 jours. Après 30 jours, tu dois sortir du pays et tu dois re-rentrer pour pas être pénalisé. Donc, au début, parce que le processus de visa, c'était assez complexe, c'est la compagnie qui doit le faire. Donc, au début, là, c'est un peu ça qu'on faisait. Les 30 premiers jours, là, fallait qu'on sorte, fait qu'il fallait se faire un petit road trip, sortir en Oman. Et puis là, tu fais juste un U-turn après la douane, puis tu rentres, puis c'est comme, it's a thing. Je veux dire, c'est un road trip. Ouais, tu sors, puis tu rentres, c'est comme, bye bye, allô. Voilà, au début, c'était comme ça. Sinon, visa, dans le fond, tu peux pas, à moins que tu sois un local vraiment d'origine d'ici. Si tu es à Dubaï, il faut que tu aies un visa de travail. Fait que c'est visite ou travail. Tu peux pas juste exister à Dubaï, tu peux pas partir sur un nowhere 6 mois en backpack. Fait qu'il faut qu'une compagnie accepte ben justement, ça fait partie de l'offre, là, fasse le nécessaire pour obtenir ton visa. Okay. Donc, j'ai pas été impliqué, moi, personnellement, dans la paperasse. On avait des gens qui connaissaient bien le système, justement, dans l'entreprise ici, là, des gens d'ici qui ont fait le processus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'exemple, c'est pas aussi simple que juste appliquer. Parce que tu peux appliquer pour certaines positions seulement. Fait que si moi, ils décident que je suis whatever position, c'est comme, il y a un système, tu sais. Fait qu'il fait que là, moi, dans le fond, mon visa, c'est follow-up clerk.
mais c'était ça qu'il fallait parce qu'il y a des quotas aussi pour chaque position selon la taille du bureau, fait qu'il y a plusieurs facteurs comme ça qui peuvent devenir vraiment complexes. Fait qu'il faut que la compagnie fasse. Il faut suivre les étapes, fait que ça peut être long des fois. Donc, T'as été combien de temps à jouer sur le 30 jours, sortir, revenir? Ça a été je dirais, les 2-3 premiers mois, là. Ça a été ça. Puis finalement, en décembre, on a eu notre Emirates ID, qui est comme ta carte d'identité ici de résident, qui est liée à ton visa. Fait que aussi, dans le passeport, il y a un genre de collant qui est ton visa. Fait que tu as un visa dans le passeport, plus tu as une carte Emirates ID, qui est comme une carte à puce, qui est vraiment, c'est ta clé. C'est tracké partout. Cellulaire, banque, whatever, tout est connecté avec ton Emirates ID. OK. Puis, j'aimerais ça peut-être mettre le doigt sur, tu dirais, un certain loophole, quelque chose qui est important à savoir. Permis de conduire. Permis de conduire, non? Oui, exact. Okay. Donc, moi, évidemment, avant de partir, il y a bien des choses que j'ai pas la même expérience au début que maintenant. Bon, avant de partir, je lis un peu le permis de conduire international. Fait que je vais à CAA, je paye le 40$ pour avoir le permis de conduire international. C'est traduit en 6-7 langues. Les plus parlés dans le monde. Fait que, je me dis avec ça, cool, je suis safe. Puis effectivement, mais que je dis, c'est quand c'est sur ton visa de voyage, donc tout le temps que je suis sur mon visa de voyageur, pas de problème, permis de conduire québécois, aucun problème. Puis j'avais mon permis international, mais honnêtement, tout le monde avait l'air de s'en foutre. Fait que j'ai peut-être fait ça pour rien, mais bon, whatever. Je l'avais. Qu'est-ce qui arrive? Puis c'est là le loophole, où je dirais, on va appeler ça l'œuf ou la poule. C'est que une fois, du moment que tu appliques pour ton visa d'entreprise, dans le fond, ton processus pour devenir résident avec ton visa, il est en vigueur. Ton permis de conduire québécois, par exemple, ou canadien, il est comme plus valide pendant cette période-là. Sauf que tu peux pas non plus appliquer pour faire ta transition de permis de conduire, pour avoir un permis de conduire des Émirats Arabes Unis. Tu peux pas faire ça avant d'avoir ton Emirates ID. Mais entre le temps où j'ai eu comme mon e-visa qui appelle, puis le temps que j'ai reçu mon Emirates ID, il y a peut-être eu 2 semaines, 3 semaines. Fait que là, c'est techniquement, j'avais comme pas le droit de conduire, mais il fallait que je conduise. Je peux pas arrêter de conduire pour 3 semaines. Fait que c'est ça qui est weird, tu sais, puis c'est comme pas clair non plus. Parce que là, je me suis fait accoster une fois, puis j'étais encore dans cette période de transition-là, puis j'avais un auto rental, j'ai montré mon permis, j'ai dit le permis international québécois, j'ai joué un peu d'homme, tu sais. La police tu sais, je veux dire, ils doivent être au courant, mais oui. Oui, puis ils sont smooth sur certaines affaires, tu sais, ça dépend comment tu es. Si j'avais été arrogant ou whatever, peut-être il m'aurait donné du trouble, mais ce que je veux dire, ça, c'est une espèce de gap, de weird, tu sais, que c'est impossible, dans le fond, d'être 100% by the book. Parce que tu peux juste pas. À cause que j'avais pas encore mon Emirates ID. Fait que c'est un exemple, entre autres. Oui. Non, mais je pense que c'est important de le mentionner. Tu sais, on s'entend que conduire à Dubaï, surtout d'avoir cette carte-là qui est essentielle pour faire toutes tes activités, que ce soit même pour prendre un logement, comme tu disais, pour un cellulaire. Exactement. C'est ça. Puis j'aimerais ça, Guillaume, aller un petit peu tranquillement. Aller tranquillement vers un peu ton travail, ce que tu fais avec la start-up. Je trouve ça super intéressant. Tu es en tourisme. Peux-tu me décrire un petit peu l'entreprise, ce que Stella fait? Absolument. Le nom d'entreprise s'appelle Stella Stays. On est dans la catégorie hospitality, si on peut dire, donc, ou holiday home. Donc, littéralement, qu'est-ce qu'on fait? C'est on choisit des appartements, des villas, peu importe, on trouve des appartements, des villas, on prend des leases long terme, mettons sur plusieurs années avec les propriétaires. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer dans cet appartement-là ou dans la villa, on va sans la virer, mais un peu un makeover, on va reprendre, parce qu'honnêtement, ici, il y a quelque chose que je comprends pas. Le standard, là, mettons, c'est le standard traditionnel, là, mettons, un landlord traditionnel, il va te peinturer ça un genre de blanc, crème, jaune, avec bien du brun. Tu sais, c'est pas tout à fait au goût du jour. C'est pas au goût du jour. Même année, j'ai demandé, j'ai dit, quand je visitais des apparts pour moi, et j'ai dit, peinture, il dit, yes, fresh paint, just made it. Mais je dis, why yellow? C'est comme, là, il dit, non, c'est pas jaune, c'est blanc. Tu sais, c'est comme, je dis pas, c'est vraiment, faut le voir pour comprendre, là, mais bref, on va rentrer dans l'appartement, on a une équipe de design, évidemment, on suit les trends 2020, 2021, whatever, on reste au goût du jour, là. Et fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout peinturer en blanc,
blanc éclatant à l'intérieur pour vraiment donner de la luminosité dans la villa ou dans l'appartement. Des fois, on va faire des genres de décals. Notre style change, mais en gros, on va virer ça vraiment beau avec des fournitures aussi qui sont modernes, luxueuses le plus possible. Et puis, on va faire un mix avec tout ça on va vraiment designer l'unité. Puis après ça, on va ce qu'on appelle la lancer. Donc, on va mettre le listing sur Airbnb. Initialement, c'était uniquement Airbnb, mais là, si je peux faire un petit fast-forward, on s'est vraiment adapté avec tout ce qui se passe. Donc, on est sur plusieurs channels. Airbnb, Booking.com, Property Finder, qui est un genre de centris, mais pour ici. Ça a été notre bouée de sauvetage pour le temps de pandémie. Fait que, tu sais, je dirais hospitality, mais là, on s'est adapté avec justement du moyen, quasiment long terme. Tu sais, on a des gens qui restent plusieurs mois au lieu de rester 2-3 nuits avec nous. Parce que vu la situation actuelle, c'est ça qu'on a dû faire pour s'adapter et survivre. Mais en gros, c'est ça. Fait qu'on loue des unités, on prend des listes avec des unités, après ça, on les met sur nos plateformes Airbnb, Booking.com, Property Finder, puis on fait du short-term, mid-term rental avec des invités qui… Ce qui est intéressant. Ouais. Non, mais c'est plus des locaux, mais évidemment, avant, c'était touristes à fond, là. C'est que vous avez aussi vraiment un portfolio vaste, diversifié. On peut autant louer un appartement 2 chambres à une villa sur le Palm Jumeirah, je pense. Exactement, oui. Le Palm Jumeirah qui est comme un endroit super prisé, là. Exactement. Puis, je dirais, n'importe qui que… C'est vraiment un endroit que les gens look up to. C'est comme, c'est renommé pour, c'est un statut à être sur la Palme. Puis on a 6 villas en opération sur la Palme, donc c'est assez intéressant. By the way, juste pour plugger, si les gens veulent aller voir qu'est-ce qu'on fait, @StellaStays sur Instagram, puis Facebook aussi StellaStays. Donc on poste quand même régulièrement si les gens veulent voir un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on planifier leurs prochaines vacances parce que Dubaï, avec la dernière vidéo que j'ai vue, semble réouvrir au tourisme. Donc exactement, ils veulent mettre la pédale dans le fond là. Exact. Puis, concernant ton rôle, Guillaume, parce que je sais que ça a été très évolutif, puis je pense que c'est quelque chose qui va de soi avec une start-up. Faut être flexible, faut s'adapter, pas le choix. Ça va au jour le jour, ça va à la semaine. Donc, c'est quoi un petit peu ton rôle en ce moment? Puis, il était quoi au début? C'est quoi la différence? En ce moment, je suis responsable de tout ce qui est maintenance. Donc, par maintenance, on entend garder les bâtiments en bonne condition, que ça soit comment dire, air climatisé, pompe. Il y a toutes sortes de systèmes qui sont impliqués avec ça. C'était pas quelque chose que j'avais nécessairement de l'expérience, mais je suis pas nécessairement, je suis un peu sur le terrain, mais ma job, c'est vraiment plus d'avoir une vision la plus large possible, de voir une semaine en avance, de voir les jours à venir, planifier le travail qui doit être fait en suivant les priorités. Puis c'est ça, peu importe qu'est-ce qui arrive, il faut qu'on soit capable de répondre puis d'adresser les situations. Il se passe toutes sortes de choses. Il y a un très rocambolesque. C'est pas de tout repos des fois. Des fois, c'est plus calme, mais en gros, c'est ça. C'est vraiment je steer the ship pour la maintenance, en tout cas actuellement. Fait que c'est ça. Faire le plan de la journée, dispatcher les gars, faire le travail aussi en amont. Chaque problème qu'on a, on log dans une plateforme. Et puis après ça, c'est de dispatcher justement pour que les gars fassent la job. C'est ça. Gérer aussi les fournisseurs, gérer les accès avec les différents buildings ou justement, Palm Jumeirah, il y a une très haute sécurité. Fait qu'il faut toujours faire des permis pour que les gars puissent rentrer. Fait que c'est tout garder ça en un morceau, puis aussi faire le pont avec ce qu'on appelle nous Guest Experience, qui est l'équipe qui s'occupe justement des bookings, des relations avec les invités. Fait que si, exemple, il y a un problème, whatever, il y a vraiment une synergie qui doit être là parce que eux doivent gérer le guest. Moi, je dois, avec les gars, gérer le problème. Exactement. Puis on le résoudre, puis des fois, il y a des délais. Fait que c'est comme, faut que tout flow ensemble. Fait qu'en gros, c'est ça maintenant. Je serais curieuse de savoir au début parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez été confronté un peu à un système pas de valeurs, mais c'est que à Dubaï, business do people with people they know, people that speak their language. Ouais, si on veut, en tout cas, si tu peux juste nous parler de ça parce que ton poste, quand tu es arrivé, c'est ça sa vocation, d'agrandir les unités, le portfolio. C'est ça. Au début aussi, notre vision par rapport à justement, si je peux, on a maturé beaucoup aussi, comment on voyait les choses versus comment on voit les choses maintenant, c'est totalement différent. Quand je suis arrivé, le poste
si tu veux, qu'on m'avait attribué, c'était de faire du développement justement d'unités. Fait que de chasser pour des bons appartements ou des bonnes villas, trouver des villas, négocier justement les leases sur plusieurs années pour sécuriser justement notre croissance puis toujours expandre. Puis, tu sais, on avait une vision d'une expansion par mois. Tu sais, puis dans les 3 premiers mois, on a atteint un pace à un moment donné où est-ce qu'on lançait des fois une villa, 4 appartements dans le même mois. Tu sais, c'était énorme. Je me souviens le travail qui venait avec ça. Mais c'est ça. Ça, c'était vraiment au début. Puis, en tout cas, pour moi, j'ai fait des rencontres avec les gars aussi. Puis, la chose que je t'expliquais dans notre appel qui m'a vraiment frappé, c'est que oui, l'anglais est parlé ici, mais mettons, au niveau business, là, justement, meeting, tout ça, c'est comme si tu parles arabe, tu vas être capable de connecter à un niveau complètement différent. Puis le meilleur exemple que je peux donner, prends un gars de Toronto, sac-le à Québec, puis essaye, débrouille-toi à cette heure. Tu sais, c'est vraiment le même exemple. Tu sais, j'étais dans des meetings où est-ce que tout le monde parle arabe, puis là, moi, je suis comme le seul à la table, puis là, c'est comme, ah ouais, pouvez-vous parler anglais, s'il vous plaît, pour que je puisse suivre, puis c'est correct. Mais c'est juste que c'est vraiment un plus, puis tu sais, on a quelqu'un dans l'équipe aussi qui est venu avec nous du Canada, que tu connais, Chris. Oui. Lui, il s'occupe, il est vraiment en vente avec pour les guests actuellement, puis le fait qu'il parle anglais, arabe et français, je veux dire, il est vraiment dans son élément parce que il y a beaucoup de locals qui parler arabe, c'est vraiment un plus ici, si je peux dire, là, pour vraiment faire ton chemin. Ça veut pas dire que je suis pas capable de me débrouiller, mais à ce niveau-là, dans ce rôle-là, j'ai vite réalisé que c'est comme, c'est ça, ça aurait été un plus, mais regarde, je suis venu avec quelque chose. Ben, c'est ça, quelque chose, du moins, t'es pas là pour quitter tout de suite, fait que t'as encore la chance de t'exposer puis d'apprendre, d'expandre ton vocabulaire. Exactement. Mais non, c'est vraiment intéressant. Puis parlons-en un petit peu là, de ton quotidien, parce que bon, je serais curieuse de savoir, est-ce que t'es toujours ton téléphone, je vois le téléphone rouge dans ma tête là, que quand t'as la lumière allume, il faut que tu débarques. Ça peut vite virer comme ça. Le quotidien, premièrement, Dubaï, c'est une ville un peu qui dort jamais. Le seul jour où ça slow down un peu, c'est les vendredis, parce que c'est vraiment la seule journée où vraiment 90% des gens ici ne travaillent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le pace, il est non-stop. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est 8 heures le soir que, je veux dire, les gens, il n'y a pas de notion de journée de travail. Tu sais, je veux dire, c'est travail, repos, mais c'est travail. C'est vraiment ça. Le quotidien, ben, je vais souvent me lever quand même. Je vais me lever tôt. Ça peut être 6 heures, ça peut être 7 heures, juste pour me donner un petit breather en début de journée. Et puis, souvent, je vais aller, en tout cas, ces temps-ci, c'est comme ça. Je vais aller au bureau à 7h30, 8h. Les gars, justement, les gars de maintenance me rejoignent là. On fait le brief de la journée. Je les laisse partir. Et puis, moi, je fais ma journée au bureau. Ça peut aller, ça dépend de quelle heure ils reviennent. Parce que les autres, j'ai le véhicule aussi de maintenance. Donc, pour l'instant, on fonctionne comme ça. Ils me rejoignent le matin. Il y en a un qui conduit. Ils partent pour la journée. Fait que, dans le fond, je suis comme au bureau jusqu'à temps qu'ils reviennent. Et puis, fait que c'est pas mal ça. Ça peut aller jusqu'à 5-6 heures. Une fois par semaine, on a aussi un appel, toute la compagnie ensemble, avec les gars qui sont présentement à Montréal. Donc, l'appel est à 6 heures le soir. Oui, tu m'expliquais ça qu'à cause du COVID, ils n'avaient pas pu revenir tout de suite. Ouais. Exactement. Ils sont comme tous retournés avant, puis avant que ça pète, là, si tu veux. Ils sont tous encore là. Fait que, ce qui est bien, par contre, c'est que eux, quand nous, on finit notre journée, eux la commencent. Fait que si on veut, c'était la stage en tout. Puis c'est pas juste les gars, il y a aussi 2-3 autres personnes. Pardon, il y a aussi 2-3 autres personnes qui travaillent temps plein aussi à Montréal, puis qui supportent Dubaï aussi pour ce qui est messaging. Parce qu'on a, dans le fond, tous les messages entrants, que ce soit Instagram ou Airbnb, on a un horaire 24/7. Fait qu'on répond toujours rapidement à tous les messages. Fait que Montréal prend le relais après 6 heures. Donc, si tu veux, c'était à la stage, ça tourne toujours. C'est comme s'il y a 24/7, c'est en opération dû au fait qu'on est splitté comme ça avec Montréal puis Dubaï. C'est intéressant. C'est pas quelque chose que vous voulez garder? Effectivement. Puis ça fait partie des choses que quand on va grossir, comment on grossit. Est-ce que c'est souvent une conversation, est-ce que tu engages du monde qui travaille ici le soir? L'avantage, c'est qu'ils peuvent facilement voir toutes les unités de leurs propres yeux. Ou est-ce que tu prends du monde à Montréal, qu'eux font leur journée normale, sauf qu'ils n'ont jamais vu en personne les unités, t'sais. Moi, je suis tellement dedans, dans chacune de nos unités, on en a 25.
Je les ai toutes vues et revues. Je sais sont où les airs climatisés, les ci, les ça. Fait que quand quelqu'un me demande quelque chose, je suis capable de... J'ai une map mentale de chaque appartement parce que je les ai tellement vus. Mais quelqu'un qui les a jamais vus, ben, ça peut être difficile de répondre. Fait que ça fait partie des défis de face, ouais. Puis, y a-t-il des choses de Dubaï qui t'ont surprise, dans le sens des mœurs, des coutumes, des façons de faire que, tu sais, il y a eu un certain choc, entre guillemets, culturel? Ah ouais. Ben, premièrement, qu'on en parlait tantôt, tu sais, la distance avec la maison, c'est vraiment, je fais juste penser à, si je zoome out sur Google Maps, de voir où est-ce qu'il est le point. Des fois, j'ai de la misère à réaliser, je suis comme, tu sais, je suis ici, tu sais, le soleil se lève, le soleil se couche, c'est la même chose, mais en tout cas, c'est juste comme, ça a l'air niaiseux, mais c'est juste comme, c'est vraiment un weird feeling. C'est clair que c'est le désert, donc, même si c'est urbanisé, je veux dire, des fois, tu conduis à gauche, tu as plein de buildings, à droite, tu n'as rien. C'est que du sable, que du désert. La température aussi, c'est vraiment day and night. J'aime ça, même si en ce moment, c'est très chaud. On parle de 45-50 degrés sur le thermomètre à tous les jours présentement. C'est sec. Par contre, au moins, il n'y a pas de l'humidité. C'est humide. Ah, c'est humide? C'est humide, c'est humide, oui. On ne sait pas pourquoi, je ne peux pas dire, mais c'est humide. Ouais, pas tous les jours, mais il y a une humidité. Le matin, c'est foggy aussi. Puis ça s'éclaircit là, après ça. Ça dépend des saisons, mais je te dirais, température, c'est clair. Ce qui m'a marqué, c'est drôle à dire, mais c'est tellement différent, mais tellement familier en même temps. Puis je m'explique, c'est que oui, tu es dans le désert, c'est ça, mais tu as des Starbucks, tu as des McDo, je veux dire, tu as des stations-service, les centres d'achat sont immenses, sont beaux. Fait qu'il y a ce sens aussi de ben, comme je reconnais des trucs qui sont familiers, mais en même temps, c'est tellement différent. Mais c'est tellement pareil sur certaines choses. Fait que c'est très, tu sais, ils sont vraiment ouverts sur tout ce qui est, comment je peux dire, sur le monde, sur le Western World, si je peux dire. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent là-dessus. Par contre, dès que tu sors dans d'autres Émirats, mettons, il y a un Émirat qui s'appelle Sharjah, qui est juste à côté de Dubaï. Les autres sont un Émirat qui est beaucoup plus conservateur. Tu vois la différence aussi dans les buildings. Tu as un clash un peu, tu sais. Mais tu te fais quand même, je sais pas, c'est des paysans, mais je veux dire, c'est pas... C'est une ville moderne, tu sais, où que des gens, tu sais, on s'entend, juste les photos que tu postais, ou même, tu sais, Dubaï, on connaît Dubaï, on sait un peu, on a une idée que visuellement, c'est à quoi ça ressemble, c'est l'extravagance, c'est des buildings à pu finir, tu sais. On a une Photoshop, ouais, exact. Ça, comment tu t'es senti à ton arrivée? Comment tu as trouvé ça, l'immensité de l'architecture? C'est immense, effectivement. C'est impressionnant, c'est très lumineux. Il y a surtout une section d'autoroute, là, c'est toujours impressionnant, c'est proche du downtown. Puis t'as comme vraiment, t'es comme dans une espèce de tranchée, si tu veux, sur l'autoroute, puis de chaque bord, t'as des skyscrapers sur 2 km à peu près, puis il y a aussi, ils sont en train de construire un genre de musée, c'était pour l'Expo 2020. Fait que c'est comme, tout ça, c'est gigantesque, effectivement. Puis évidemment, le Burj Khalifa, c'est comme le voir en photo, c'est une chose, mais quand tu le vois, je conduis des fois, puis tu le vois de partout, tu le vois, premièrement, si c'est dégagé. Puis tu conduis, puis tu vois des buildings qui sont très hauts, qui sont, mettons, sur ta ligne d'horizon, sont peut-être hauts comme ça, puis tu le sais que c'est un gros building. C'est peut-être un 75, 80 étages. Puis le Burj Khalifa, il y a peut-être, à l'horizon, il y a peut-être ça de plus, tu sais. Il y a combien d'étages? Est-ce que tu le sais? Le Burj Khalifa, si je ne me trompe pas, c'est pas loin de 140, je pense. 140 étages, OK. Je ne sais pas le nombre d'étages, mais c'est 813 mètres de hauteur. Wow. Fait on est pas loin du kilomètre, là. Oui, non, c'est ça. C'est fou pareil. Wow. Est-ce que l'immensité, c'est énorme. Excuse-moi, vas-y. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, on a l'habitude Mais qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que tu as eu la chance d'aller à l'intérieur? Est-ce que c'est résidentiel, le Burj Khalifa, ou c'est... C'est résidentiel, oui, il y a des appartements. Okay. J'ai pas eu encore la chance parce que je veux mentionner quelque chose, c'est que Dubaï, on voit beaucoup Burj Khalifa, qui est vraiment ça, c'est le centre-ville. Si je pouvais dire en pourcentage, là, le temps que j'ai passé en centre-ville, c'est peut-être 2%. Je suis jamais là. Parce que, mettons, là, je te fais une map, centre-ville, le secteur où j'habite, où est-ce que notre bureau, T-Com, Marina, et puis tu as le Palm Jumeirah, c'est tout dans un cercle de 15 minutes, puis c'est comme à 20-25 minutes du centre-ville. On va jamais centre-ville, toutes nos unités sont Marina et Palm Jumeirah, puis T-Com, Barsha Heights, le coin où j'habite, c'est tout à 15 minutes là, de distance, puis c'est vraiment là que 98% du temps je le passe. Je suis allé une ou deux fois à Dubai Mall, qui est juste à côté de Burj Khalifa, là, quand on est arrivé au début, qui est énorme, mais à part de ça,
pas vraiment. Donc, pas vraiment. Mais c'est en même temps, c'est une question de timing aussi. Développer une start-up, ça demande du temps. Puis tu peux pas aller trop loin des unités, il faut que tu sois réactif. Je suis dans le désert, à Chameau, tu sais. Mais j'aimerais ça parler un petit peu, Guillaume. Tu sais, t'as eu la chance de sortir un petit peu, de te déplacer, t'aimes aller fumer des chichas, t'es presque rendu arabe. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de comment tu t'es senti, un peu l'attitude des gens. Tu semblais dire que c'est peut-être un peu plus comment on dit ça, cliquique? Cliquique. C'est plus difficile, tu sais, le mood, le vibe qu'on a à Montréal qui est quand même assez unique. Ah oui, OK, je comprends. Tu sais, qu'une soirée peut commencer d'une façon puis finir d'une autre. C'est un petit peu différent à Dubaï. Ben, c'est plus, mettons, si tu sors dans un bar ou dans un club, mais juste de façon générale, les gens, surtout tout ce qui est service, station-service ou restaurant, comme moi, vraiment que t'es friendly, tout le monde te fait sentir spécial, surtout, mettons, les places vraiment locales, là, comme qu'on allait souvent pour fumer la chicha et tout ça. Tu te sens vraiment, là, tu y vas 2-3 fois, ils te reconnaissent, ils sont contents de te voir. Il y a vraiment, c'est cool, tu sais, pour vrai, j'ai rien à dire là-dessus. Le point plus par rapport à tout le monde reste ensemble. C'est plus, si je pense à mon expérience à Montréal, quand tu sors, mettons, à quelque part, bon, c'est pas rare que tout le monde se mélange, puis tu peux parler à d'autres mondes, puis la soirée dégringole dans ce sens-là. Ici, c'est plus comme, je sais pas, on dirait que tout le monde est avec sa clique, comme tu dis, là, dans son coin, puis il n'y a pas vraiment de mélange qui se fait. Je sais pas, il n'y a pas cette chaleur-là, en tout cas, du moins, à laquelle je suis habitué, parce que dans un bar ou dans un club, le monde va commencer à se parler random. Oui, c'est arrivé un peu à quelques occasions rares, mais je veux dire, il y a vraiment une différence, tu sens vraiment une différence versus, tout le monde vient un peu différentes places, fait que j'imagine que les Brits vont être plus, avoir tendance à se parler ensemble. Nous, évidemment, c'est arrivé quelques fois qu'on a croisé des Canadiens, fait que là, c'est sûr que le wow, là, tu parles. Ouais. Je pense que cet aspect-là aussi, mais c'est ça, juste overall, c'est quelque chose que j'ai remarqué là, dans les places quand tu sors ou dans les bars ou whatever. Puis justement, on veut savoir, c'est quoi tes endroits coup de cœur? OK, bon, j'ai évidemment des devoirs à faire encore, là. On ne s'est pas promené tant que ça. Bon, mais si on y va dans mes coups de cœur, bon, number one, dans le temps, on pouvait fumer la chicha parce que là, c'est banni. Chaque café, n'importe quel café, si c'est un café, ça s'appelle café, il y a de la chicha. Fait que juste dans le coin autour du bureau, tu peux avoir 10-15 places. S'ils servent de la bouffe, tous les cafés servent genre tous les types de cafés, ils vont servir des sandwichs aussi. Tu peux manger vraiment. C'est un peu un style vraiment bouffe un peu, mettons, j'essaie de penser, mais ils vont servir tout ça. Tu peux avoir des grillades, tu peux avoir des sandwichs, tu peux avoir des salades. Comme, même si ça s'appelle un café, puis souvent il y a des télés, c'est tout le temps du soccer qui joue. Puis à toutes les places comme ça, tu peux fumer de la chicha. Là, c'est banni. Mais on avait une place qui s'appelle Camelo, qui est vraiment, qui s'appelle Camelo Sport Café. C'est en direction downtown. C'est comme vraiment random, là, sur un coin. Le parking, c'est un pit de sable, quasiment. Puis, c'est ultra, très, très local. Quasiment qu'il y a des locals qui vont là. Mais avec Marc, entre autres, c'est lui qui a trouvé ce spot-là. C'est devenu son spot un peu. Puis, c'est juste Hello, devenu... Marc. Hello! On le salue! On le salue! C'est l'écoute! C'est devenu vraiment notre spot pour aller même manger. Tu sais, souvent après le travail, on était comme Camelo, tu sais, puis on y va. Puis c'est comme des vieux divans dedans, bruns, pas full confortable. Puis c'est ça, t'as tous les locals qui sont là, ils fument la chicha, c'est ouvert jusqu'à 3 heures du matin à tous les jours. Ça, c'est une autre affaire. Les gens, ils vivent de soir et de nuit ici. Comme à tous les jours, les cafés sont ouverts jusqu'à 3-4 heures du matin. Les gens restent jusqu'à cette heure-là. Fait qu'il y a vraiment ce vibe-là. C'est ça, là, ils écoutent leur soccer, quand il y a une grosse game, là, t'entends crier quand il y a un but, c'était vraiment, c'était vraiment devenu notre spot. Fait que ça, c'est évidemment plus tranquille. On a, pour moi, en tout cas, un classique. C'est un peu une joke ici à Dubaï parce que, en tout cas, bref, c'est un peu considéré comme trop mainstream. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment trippé. Le beach club qui s'appelle Zero Gravity, c'est dans Dubai Marina. Il y a aussi l'activité de parachute. C'est aussi juste à côté de ça. Fait que t'es un beach club, t'as une grosse piscine. Tu as un concept drinks à volonté. La bouffe, c'est des montagnes. Oui, je m'en souviens, tu m'en as parlé. C'est hallucinant. Tu as la plage, la mer qui est magnifique. Tu as la vue de tous les buildings dans le secteur marina derrière. En tout cas, moi, j'ai toujours trippé quand on allait là, puis ça a toujours été un méga party. Et puis, fait que cette place-là, définitivement un go-to. Fait que t'es là, tu as la piscine, tu as la mer. Puis la piscine, c'est plus party. La mer, c'est plus relax. Tu as unlimited drinks
jusqu'à la fin de la journée. T'as les gens t'as constamment des gens qui sautent en parachute au-dessus de toi. Le coucher de soleil est exceptionnel. Au large, t'as des yachts. T'as des gens qui font du wake, t'as des gens qui font du skidoo. C'est vraiment très nice. Récréatif, ouais. Très récréatif, là, très vacances, et puis always a good time. Et puis on a, en troisième position, je dirais, un club qu'on a découvert et qu'on adore, qui s'appelle Cartel. En termes de style, si tu veux, ça ressemble à un genre de speakeasy, le style à l'intérieur, mais c'est vraiment un club. Et bon, il faut un password pour rentrer, mais tu les DM puis ils donnent le password. En tout cas, on a eu vraiment des belles soirées là. Puis ce qui est weird dans les clubs ici, juste dans les clubs, le monde fume. OK. Ah ouais, mais les chichas sont bannis. Hein? Non, mais je te parle d'un temps normal, là. OK. Si un club qui offre de la chicha, c'est une chose, mais ce que je veux dire, c'est que les gens peuvent fumer la cigarette à l'intérieur. OK. Dans les clubs. Dans les clubs. Donc, il y a le concept que quand tu sors, dans le fond, tu reviens, tu sens la cheminée, là. Fait que, le concept que nos parents ont vécu, dans le fond. Mais, ouais. Et puis, c'est ça. Resto, loin que c'est un resto, bar, club. Les gens s'allument des cigarettes. Fait que ça, c'est quand même aussi. Ça, c'est un clash, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est comme un retour. En fait, quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vécu, nous. La première fois que j'ai vu un dude s'allumer une cigarette, justement, dans ce club-là, à Cartel, j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qu'il fait là, tu sais, il va se faire sortir, whatever. Non, c'est tout le monde fume, puis c'est correct. C'est, ben écoute, c'est ça, tu sens la cheminée, que veux-tu? Ouais, exactement. Puis, y a-t-il des endroits que tu as en tête, dès que tu as un petit peu plus de temps, des choses que tu aimerais découvrir autour ou... C'est sûr que j'aimerais ça aller faire un tour plus downtown, voir le Burj Khalifa en personne, aller dans ce coin-là un peu plus. Il y a vraiment des beaux coins. Sinon, Deira aussi, qui est en direction de Sharjah, fait que c'est direction est. C'est vraiment il y a une grosse souk qui est là, donc il y a vraiment un marché d'épices, vraiment old school si tu veux. Là, c'est plus à Dubaï, là. Quand tu es à Deira, tu es vraiment plus local, mais surtout aussi beaucoup de nationalités des Indiens qui habitent là. Fait que tu as ce vibe-là, c'est sur le bord de l'eau aussi. Un peu plus en centrale, tu as des maisons un peu antiques, style arabe, là, avec des genres des pilotis de bois, une tour, si tu veux, avec des pilotis de bois. Parce que je sais pas si tu vois le genre, là, je t'ai besoin d'expliquer, mais tu as un genre de truc, un feeling authentique. Oui, exactement. Abu Dhabi aussi, de ce que j'ai entendu dire, c'est une grande ville, mais avec beaucoup plus... de building, plus de culturel, là. Premièrement, Abu Dhabi, ce que j'ai compris, c'est comme le Trois-Rivières, c'est le Trois-Rivières de Dubaï. J'aime tes comparaisons. Tu rends vraiment ça moins exotique. Non, mais en blague, mais je veux dire, c'est à 1h30 de Dubaï, j'ai 1h30. C'est vrai, effectivement, j'ai jamais été clairement, c'est sur la liste des choses que j'aimerais voir. Donc, voilà, ouais, ça ressemble pas à ça. OK, intéressant. On va noter ça, on va mettre les petits liens. Puis là, j'aimerais ça, Guillaume, parce que là, ça fait déjà depuis juillet que... Septembre. Non, pourquoi je dis tout le temps juillet? Septembre. Septembre que t'es parti. Tu sais, ça fait... il s'en est passé des choses. Puis je suis curieuse de savoir un petit peu, ça a été quoi tes prises de conscience à être justement loin de ton chez-toi, de tes Laurentides, à développer une start-up, à des fois pas trouver ça nécessairement facile. Le Guillaume d'avant puis le Guillaume maintenant, comment ça t'a changé? C'est clair, une certaine maturité encore. Ça m'a permis de progresser, évidemment. Maturité émotionnelle, je veux dire, à tous les jours, il arrive des choses qui sont des balles courbes, si je peux dire. Ça a été ça depuis que je suis ici. Tu as des balles courbes pour toutes sortes de raisons. Il faut vraiment, le mot, c'est adapter. C'est vraiment, tu n'as pas le choix. Quand j'y pense, je suis ici, là. J'ai un appart ici, tu sais, je veux dire, je peux pas me sauver quand ça va mal. Tu comprends? Fait qu'il y a vraiment eu cette adaptation de, OK, tu prennes un respire. Quand ça va mal, il faut que tu prennes un respire, puis there's only one way. C'est through it. Fait que c'est pas toujours facile, mais je te dirais, c'est vraiment un genre de contrôle interne que peu importe ce qui arrive externe, il faut que tu gardes ton sang-froid, puis il faut que tu continues. Il y a des journées que ça va être bien, il y a des milestones qu'on va franchir qui vont être remplis de joie, il y a d'autres étapes qu'on franchit qui sont remplies de stress, qui sont remplies d'incertitude. Si on parle de ce qui s'est passé avec tout ce qui est coronavirus, ça a été une grosse période. On a tenu le coup, mais je veux dire, tu sais, c'était pas jojo. Solide, ouais. Il fallait que tout le monde s'y mette, puis il fallait qu'on passe au travers. J'ose espérer que le pire est derrière, ça se ressent. Mais je te dirais, c'est vraiment ça, une genre de maturité émotionnelle. J'ai été dans toutes sortes de situations, avec toutes sortes de gens, de d'autres nationalités, barrières linguistiques. En d'autres mots, c'est comme, il fallait que je fasse tel job. Il y avait des problèmes sur le chemin. Il faut que tu trouves une façon de coopérer, tu sais, puis c'est comme
ce que j'ai remarqué, puis ce qui est pas surprenant, mais je veux dire, oui, il y a le langage des langues qu'on parle, mais il y a le langage humain, pour moi. Je veux dire, un être humain, de peu importe d'où il vient, il y a les mêmes, il y a des émotions, il y a des peurs, il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il aime pas. Fait que, pour moi, des fois, on se comprend pas, mais, avec la personne, mais, OK, on fait ça reste positif dans le non-verbal, on travaille vers quelque chose, tu comprends? Fait que, je pourrais y crier après parce qu'on s'entend pas, mais non. Il faut que tu gardes ton sang-froid, puis il faut que, même s'il faut que tu le prennes par la main ou parce qu'on n'est pas capable de se comprendre, il faut que tu sois capable de, il faut vraiment que tu sois capable de, comme, take the shot, puis deal with it. C'est vraiment ça. Puis la start-up, X, Y, Z, raison, ferme demain, tu restes à Dubaï? Honnêtement, j'oserais dire oui, juste pour le fait que c'est comme, je suis ici, fait que why not? La température est intéressante. Mais si j'avais à prendre un nouveau défi, mettons, God forbid, qu'est-ce qui arrive, mais oui, je pense que j'y donnerais une autre chance. Je pense que ce serait ça. Mais éventuellement, je veux revenir. C'est dans mes plans. On parle de quoi? Vous êtes donné un 3-5 ans à peu près à Dubaï? Le plan de match, c'est évidemment, là, est-ce qu'on vient de perdre un an? Est-ce qu'on vient de gagner un an? Parce que ça nous a permis de travailler sur d'autres choses, avec ce qui s'est passé. Moi, le plan de match que j'ai en tête, c'est un 5-7 ans pour accomplir ce qu'on veut faire. Et puis, après ça, on verra. Encore une fois, c'est à chaque 3 mois, à chaque 6 mois, à chaque année, ça peut changer. Ça peut évoluer, ça peut prendre une autre direction. Who knows? Peut-être que 10 ans plus tard, on va s'en parler, puis je vais être encore ici. Ou ailleurs, parce qu'il y a vraiment une belle... Ou ailleurs, peut-être. Oui. Exact. Je sais pas. Donc, voilà. Le futur le dira, mais chose sûre, on va pas en arrière. Exact. Puis, y a-tu quelque chose, Guillaume, qui pique ta curiosité ces temps-ci, quelque chose sur lequel tu lis, développement personnel ou peu importe? Alors, je lis énormément et m'instruis énormément actuellement sur tout ce qui touche maintenance. Parce que même si j'ai pas à réparer des choses, les problèmes qui arrivent, ça fait partie des choses qui sont très difficiles dans mon travail. Puis là, j'ai de l'expérience. Comment dire, c'est quoi quand les symptômes sont présents, c'est quoi le problème? Puis on parle, puis c'est très vague là, parce que tu sais, j'ai pas de formation en ingénierie, j'ai pas de background technicien ou whatever. Fait que ça fait partie de mon adaptation. OK, c'est mon rôle. Je suis pas ingénieur, fine. Je suis capable d'organiser l'équipe, je suis capable de m'organiser, mais j'aime ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a un problème quelque part, je veux pas juste savoir qu'il y a un problème, je veux savoir c'est quoi le problème, c'est causé par quoi, c'est quoi, tu sais, fait que tout, c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'un acclimatisé de telle sorte d'acclimatisé, parce qu'on a différentes sortes d'acclimatisés, c'est pourquoi c'est telle affaire arrive, pourquoi ça coule, pourquoi ça marche pas. Fait que ça, c'est acclimatisé, mais on a aussi des pompes, fait que les systèmes de piscine aussi avec le piping qui va avec ça. Fait que c'est quoi ce drain-là? C'est quoi ce drain-là? Et où la pompe attire l'eau de où? Puis bon, ce que j'aime, c'est que à la fin de la journée, c'est des choses, c'est logique. Oui. Je veux dire, la physique, oui. Tu sais, c'est de la physique, c'est de la chimie. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui marche pas, c'est pas parce que cette journée-là, la pompe, elle file pas, parce qu'elle a des émotions. Non, il y a un problème mécanique quelque part, il y a un problème électrique. Tu comprends? Je veux dire, mais là, c'est beaucoup de bagages à apprendre en peu de temps. Fait que, actuellement, quand il y a des problèmes, c'est la beauté, je trouve, de l'accessibilité qu'on a de l'information. Je tape le problème. Sure enough, j'ai 2-3 pages qui me sortent des vidéos YouTube d'un dude qui fait ça de sa vie. Il fait des vidéos YouTube sur des acclimatisés et les problèmes. Fait que j'écoute ça, j'emmagasine. Fait que je te dirais, c'est vraiment ça ma lecture ou les choses que je consulte actuellement parce que c'est continuel. Puis, des fois, c'est bon, je suis comme, OK, je me sens confiant par rapport à un certain type de problème, whatever. Un autre problème qui arrive, je pense que j'ai la solution. Guess what? C'est un autre problème. Fait qu'il faut toujours que je réouvre, que je recherche à nouveau, parce que je veux comprendre. Je veux pas juste me faire dire, c'est bon, il y a un problème, on l'a réglé, parce que ça m'avance pas. Non, 100%. Surtout si c'est toi qui chapeaute tout ça, tu vas au moins avoir des connaissances, pas nécessairement aussi poussées qu'un technicien spécialisé, mais au moins avoir une belle vue d'ensemble et être capable de... Ouais. Ça fait je trouve que c'est... Ça fait la différence entre on panique ou non, c'est beau, c'est correct, on peut y aller demain parce que c'est à cause de ça, puis ça va pas dégénérer. Mais si tu le sais pas, tu veux éviter le pire, fait que tu paniques, puis c'est là que tu pars dans toutes les directions. Fait que comprendre, savoir, c'est ultra important. Surtout pour les problèmes fréquents qu'on a. Comme ça nous permet de gager. C'est important, est-ce qu'on se garoche ou est-ce que non, c'est beau. Je suis pas stressé quand le problème est là parce que
on a dealé avec ça déjà dans le passé. Non, 100%. C'est culturel, ouais. Non, ça fait bien du sens. Dès qu'on a un pain point, quelque chose qu'on sait qu'on n'a pas la confiance qu'il faut pour faire un job convenablement, ben c'est juste de tap into it jusqu'à temps qu'on ait le niveau de confiance. Puis un fait wild sur toi, Guillaume, quelque chose que ni même moi je connais. Cette question-là, je la lisais, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais dire, tu sais? Honnêtement, j'ai même pas un fait wild. Je sais même pas quoi répondre. Bon, ben, j'ai pensé à quelque chose vite, mais je pourrais dire que pour avoir déjà fait un saut en parachute quand j'étais à la maison, j'aimerais, puis j'ai vraiment adoré ça, autant que j'ai peur des hauteurs ou j'ai le vertige un peu des fois. Parachute, c'était une expérience qui était complètement différente. J'étais ultra relax, j'ai vraiment aimé ça. Puis je te dirais, bon, j'aimerais clairement ça faire ici le parachute, justement, à cette place que je parlais plutôt, parce que tu sautes dans le fond au-dessus de Palme. Fait que tu vois tout ça avec une belle journée éclairée. Fait que Feywild, je n'ai pas peur de refaire du parachute en temps et lieu. Je serais excité à cette idée-là. Voilà. Excellent! Écoute, ben oui, on va te le souhaiter. En tout cas, ça fait un beau rush d'adrénaline. Oui, c'est clair. Hey, excellent! Merci beaucoup, Guillaume. Honnêtement, j'ai vraiment eu du fun à jaser de ton expérience. Je sais que ça va être vraiment captivant. Il y a plein de gens qu'on va du moins divertir et instruire. Fait que ça va sortir la semaine prochaine. Je te souhaite une belle soirée. Repose-toi bien. Essaie de te reposer. Puis on reste en contact. Absolument. Ça me fait plaisir d'être sur l'épisode. Comme je te disais, dans le fond, on pourrait jaser encore 2-3 heures, mais je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être sur ton podcast. Puis keep it up. Je vois ça régulièrement. Là, ça sort des nouveaux épisodes. Fait que non, je suis vraiment, vraiment content d'avoir été sur l'épisode. Inch'Allah. C'est une next time, Inch'Allah. Next time, Inch'Allah.